Je vais satisfaire la tradition en commençant par me présenter déjà, à savoir avec qui vous avez affaire pendant 1 heure là, ça va être dur. Donc je m'appelle Adrien Blin, je suis un ancien consultant et je suis rentré à la SG il y a à peu près 1 an sur un gros programme de transformation continuous delivery. Grosso modo, l'idée c'est de faire percoler de l'agilité, du craftsmanship et du DevOps, merci, dans l'entreprise, parce qu'on a beaucoup de projets, beaucoup d'applications à faire tourner, et l'objectif c'est de gagner en time to market et en qualité, évidemment. Et pour ça, ces pratiques sont particulièrement désirables. Et alors quand on dit on veut faire du DevOps, il y a 2 choses, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur le pan non technologique du DevOps, parler de l'aspect culturel, travailler ensemble, tout ça, on va y revenir. Mais ça veut aussi dire parler de la dimension technologique du DevOps. Et ça nous amène vers tout un nouvel écosystème d'outils dont on peut avoir besoin. Et la prochaine étape, les nouveaux outils qui nous intéressent, c'est évidemment Docker, comme un petit peu tout le monde dans cette salle, j'imagine. Et l'objectif du jour, c'est donc de parler de Docker et plus particulièrement des nouvelles fonctionnalités qui sont apparues dans Docker avec la version 1.9. Alors, si on embraye tout de suite avec un petit menu, les slides sont en anglais. Alors pour la petite anecdote, c'est ceux que j'ai présentés avec Laurent Grangeau, un teammate avec qui je travaille à la SG, et qu'on a présenté donc à la DockerCon à Barcelone. Et j'ai pas pris le temps malheureusement de les traduire pour aujourd'hui, mais je pense que ça devrait pas forcément poser problème outre mesure. Alors notre petit menu du jour, on va revenir très très rapidement sur le principal paradigme du conteneur, parce que ça nous servira de point d'appui pour le reste de la démonstration. Mais on ne s'étendra pas beaucoup plus parce qu'on vous en a déjà parlé beaucoup jusque-là aujourd'hui. Deuxième point, on se focalisera sur les nouveautés technologiques de Docker, on parlera du networking, on parlera des volumes en particulier, et on verra comment la posture de Docker finalement a évolué avec ces nouvelles pièces du puzzle. La troisième partie consistera à prendre du recul, parce que c'est bien de parler de la technologie, mais l'intérêt c'est de savoir à quoi ça sert, pourquoi c'est si désirable, au-delà du côté cool de ces fonctionnalités, à quelles fonctionnalités elles peuvent bien servir, qu'est-ce que ça peut apporter dans un vrai contexte d'entreprise. Et pour la fin, on se garde un petit dessert en se faisant une petite démonstration, en mettant un petit peu les mains dedans pour voir si toutes les pièces du puzzle, entre ces nouvelles fonctionnalités et leur implication dans une architecture applicative d'entreprise, fonctionnent bien. Alors, allons-y tout de suite rapidement sur le conteneur. Alors tout à l'heure, j'ai vu qu'on a beaucoup parlé de ses propriétés, on a parlé d'immuabilité, on a parlé de portabilité, de plein de choses. Donc, simplement pour repositionner le truc, finalement, Docker, c'est ni plus ni moins qu'une boîte universelle dans laquelle on va pouvoir mettre l'application et ses sous-jacents d'infrastructure, un middleware, de la configuration système comme des répertoires, des comptes utilisateurs, des variables d'environnement. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça rend cette boîte qui contient une application complètement universelle, complètement agnostique et abstraite par rapport au système qui l'héberge. Et ça, c'est particulièrement intéressant, et notamment, dès lors qu'on dit ça, on peut se dire que c'est peut-être le nouvel artefact applicatif de demain. Puisque finalement, souvent quand on discute avec les devs, on se dit, pour un développeur, ça semble insensé de livrer juste une classe, par exemple dans le monde Java, il livre un war qui est un artefact autoportant, un logiciel qui fonctionne. Là, c'est la même chose, sauf que ce qu'on livre, c'est l'application, l'artefact, mais avec aussi tous ces sous-jacents d'infrastructure. Alors, quelques propriétés qui sont particulièrement sexy et intéressantes, c'est que cet artefact, il est versionné, puisque finalement, à chaque conteneur, on attache une version, et on parlait d'immuabilité tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est cette idée de ne pas patcher, modifier le contenu d'un conteneur, c'est de le détruire et d'en relivrer une nouvelle version, ce qui nous amène à la logique d'immuabilité qui nous permet justement d'éviter d'avoir plein de problèmes, de patching, de divergences sur les environnements qu'on peut connaître dans notre SI. Mais sans revenir sur toutes ces caractéristiques, il y avait un point intéressant que je voulais soulever ici, c'est que ce conteneur, à la base, il sert surtout à impacter une application, du compute, du logiciel, quelque chose qui s'exécute. Alors, j'ai particulièrement mis l'accent tout à l'heure sur l'immuabilité, parce que si l'artefact de demain, c'est par exemple le conteneur, et si, par exemple, on le produit avec une logique de continuous delivery, finalement, à chaque fois qu'on compile une nouvelle ligne de code, la plateforme, elle build l'application, elle la met dans un conteneur, elle le livre. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de la donnée ? La donnée, on ne peut plus la mettre dans ce conteneur, puisque l'idée qu'on développait tout à l'heure, c'était de dire, je jette le conteneur de l'ancienne version et je lance le nouveau. La data ne peut pas être dedans, sinon il faudrait l'extraire, déployer le nouveau conteneur et la réintégrer dedans, ce qui n'est pas vraiment très pertinent.
Donc, ce qu'on va regarder un petit peu, c'est justement comment on peut traiter cet aspect avec des nouvelles fonctionnalités de Docker. La deuxième chose, c'est le niveau de grain de ce conteneur. Ce conteneur, il contient un process, un module applicatif, une petite entité. C'est bien l'idée du conteneur Docker, c'est une granularité fine. Et une application, c'est bien souvent pas qu'un conteneur. C'est souvent plusieurs modules, plusieurs éléments qui interagissent entre eux. Et ça sous-tend une nouvelle question. Comment on fait interconnecter ces différents conteneurs? Comment ils discutent? Jusque-là, Docker ne résolvait pas directement la problématique. Il se contentait de mapper finalement le conteneur sur le réseau sous-jacent des hosts. On va voir comment cette problématique a pu évoluer de façon beaucoup plus intéressante. Alors, allons-y tout de suite pour les nouvelles fonctionnalités et commençons par parler du networking en premier lieu. Alors, le networking dans Docker, je le disais tout à l'heure, au début, il n'y avait pas grand-chose. C'est-à-dire que chaque conteneur pouvait avoir son interface, elle était NATée, ou alors on pouvait avoir sur l'interface du host, ou alors elle pouvait avoir sa propre interface. On pouvait jouer un petit peu marginalement, c'est-à-dire que on pouvait, avec des outils par exemple comme le script qu'avait développé Jérôme Petazzoni, Pipework, on pouvait en fait attacher un conteneur à un autre bridge sur le host de la machine. On pouvait faire des petites opérations marginales, mais le fait est qu'un conteneur se retrouvait finalement avec une interface associée au réseau host sous-jacent. Et là, c'est embêtant parce que le conteneur, c'est la logique de l'abstraction. Le conteneur, il fait abstraction du système d'exploitation, mais le réseau, on faisait abstraction de rien du tout puisqu'on se retrouvait à se repluguer directement. Et une application qui est peut-être une topologie de plusieurs conteneurs entre eux, finalement, c'était plusieurs conteneurs qui étaient accrochés au réseau d'infrastructure et qui se parlaient directement au travers de ce réseau. Et si le réseau, il est relativement flat, parce que le réseau, souvent, il reflète une topologie d'infrastructure, on crée rarement un réseau par application, par environnement d'application, ça veut dire que toutes nos applications, elles parlent directement sur ce réseau, il n'y a pas d'isolation, et il y a beaucoup de bruit. Alors, Docker a absorbé Socketplane, et puis il y a eu cette promesse de dire on va faire en sorte que les conteneurs puissent discuter entre eux. Alors voyons un petit peu comment ça se passe. Ils sont arrivés avec le principe du Container Network Model, qui dit plusieurs choses. La première chose, c'est qu'à chaque conteneur, on va avoir une sandbox, en gros, qui représente l'espace de configuration réseau de ce conteneur. Chaque conteneur peut avoir un ou n endpoints, finalement, une ou des interfaces réseau attachées à ce conteneur. Et en troisième lieu, ces endpoints, ils sont attachés à un réseau. Alors on va voir ce que c'est un réseau un peu plus tard. Mais un réseau, ça peut être rattaché au réseau du host, mais ça peut être aussi rattaché à des réseaux SDN flottant par-dessus un cluster swarm. On va développer cette idée un peu plus loin. Donc vraiment trois concepts complémentaires. La sandbox, qui est vraiment l'espace dédié à la configuration réseau du conteneur, le endpoint, son interface réseau, et un network en tant que tel. L'objectif dans ce modèle-là est de faire simplement en sorte que tous les endpoints, toutes les interfaces associées à ce même réseau puissent évidemment communiquer librement entre elles. Alors, ensuite, si on regarde une première commande, créer un réseau dans Docker, c'est finalement une simple commande. Docker a créé un nouvel objet qui est le réseau. On avait un objet qui était le conteneur jusque-là, on a un nouvel objet qui est le network, et on le crée un petit peu de la même façon qu'on construisait les conteneurs. On fait un Docker Network Create pour créer une instance de réseau. Et ça nous donne donc un ID d'objet réseau qu'on peut ensuite inspecter, qu'on peut lister, etc., avec toutes les commandes traditionnelles attachées au réseau. Ce réseau, il y en a de deux types finalement. Le premier, c'est que on peut avoir des réseaux de type bridge, un petit peu comme on avait au départ, en attachant un conteneur à un bridge, soit le bridge Docker 0 qu'on avait historiquement, soit avec des outils comme Pipework. Ce qu'on faisait, c'est qu'on pouvait s'attacher à d'autres bridges qu'on pouvait créer. Par exemple, je m'étais amusé à une époque à utiliser OpenVSwitch pour créer de nouveaux bridges, les interconnecter entre plusieurs machines, et j'utilisais alors l'outil Pipework pour en fait attacher l'interface donc, du conteneur à l'un ou l'autre des bridges de la machine. Donc ça, on le fait simplement en choisissant un driver, le bridge, qui permet de rattacher ce conteneur finalement de rattacher un conteneur à un réseau de type bridge. Mais on peut faire quelque chose de beaucoup plus intéressant, parce que Docker, ce qui a changé entre-temps, c'est qu'on est passé du conteneur et de l'engine, qui était finalement
l'instance qui permettait d'exécuter des conteneurs à l'échelle d'une machine à la notion de cluster, avec des outils comme Swarm. Et là, tout à l'heure, quand je disais que l'application, c'est une topologie de conteneurs qui parlent entre eux, le problème, c'est que mes conteneurs qui représentent ma même application, ils sont même très certainement dispersés sur des machines différentes de mon cluster Swarm. Et la logique de bridge, elle est sympa, mais elle est restreinte à l'espace d'un host, d'une seule machine. Et là arrive un autre type de driver, un autre type de network qu'on peut créer avec Docker, c'est les overlays. L'overlay, c'est l'idée de dire que on va créer un réseau qui est finalement un objet flottant sur le cluster Swarm, et les conteneurs qui sont dans ce cluster Swarm, qui sont sur une machine ou sur une autre, on va les rattacher à ce réseau-là. Et là, on est bien complètement décorrélé du réseau d'infrastructures sous-jacent que j'évoquais tout à l'heure, puisque les conteneurs vont pouvoir se parler entre eux, indépendamment en fait du réseau sous-jacent sur lequel ils fonctionnent. Alors évidemment, à un moment donné, la plomberie fait que pour passer d'un host à un autre, on retombe sur ce réseau. Mais du point de vue des conteneurs, eux, ils se voient entre eux, ils sont dans leur plan d'adressage, ils se parlent, et ils ne voient pas forcément le reste de l'univers. Alors, la deuxième commande, en fait, c'est un petit peu la même chose que la première, sauf que justement, on a utilisé la petite commande -d qui permet de spécifier le driver. Donc on n'a pas utilisé un bridge, cette fois-ci on a choisi un overlay pour bien définir un réseau qui allait être transverse en fait à notre cluster Swarm. Un point ensuite concernant l'extensibilité du modèle de Docker. Ils ont un motto qui est assez intéressant qui est le battery included but removable. Ils arrivent avec un certain nombre de fonctionnalités, mais vous pouvez, ou en tout cas des fournisseurs peuvent apporter les leurs. C'est ce qui se passe avec les plugins network. D'autres fournisseurs, comme par exemple Cisco ou VMware, sont en train de fournir des plugins qui permettent de plugger leur solution de network à la place de celle de Docker. Alors je le disais tout à l'heure, on peut créer un réseau évidemment, mais on peut aussi le supprimer, on peut l'inspecter, etc., etc. Il y a tout un écosystème de commandes, on ne va pas forcément lister toute la documentation comme ça en live, mais l'idée c'est de voir que ce réseau, c'est un objet au sens Docker, à part entière, et en faisant un inspect, par exemple, on peut voir en fait les caractéristiques de cet objet, son nom, le type de driver qu'il utilise, en l'occurrence un bridge, le nombre de conteneurs qui y sont attachés, les conteneurs qui y sont attachés, en l'occurrence il n'y en a pas, etc., etc. Et de façon inversée aussi, du point de vue d'un conteneur, on regardera un petit peu tout à l'heure dans la démo, quand on inspecte un conteneur, on peut voir les réseaux auxquels il est rattaché. Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, le voilà finalement ce diagramme. Quand on parle d'overlay networks, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que sur un cluster Swarm, on a des machines qui participent à une même topologie logique de cluster. On veut avoir plusieurs conteneurs qui vont être déployés dans le cadre d'applications différentes. On peut commencer à parler de multi-tenancy parce que là, on parle d'applications différentes qui sont formées de plusieurs conteneurs, mais ça pourrait presque être même, si vous êtes un hébergeur, on pourrait imaginer que ça soit des clients différents. Donc ce qui revient à dire que finalement, pour une application, un environnement, un client, on peut créer finalement un réseau, une espèce de bulle flottante, à laquelle on rattache les conteneurs composant cette application, ils peuvent parler entre eux, et ça de façon complètement abstraite par rapport à la topologie d'infrastructures sous-jacentes. Sur cet exemple, on a créé 3 overlay networks avec des conteneurs dépendants d'applications différentes. Ils peuvent se parler entre eux au sein d'une même bulle, et ils ne peuvent surtout pas, évidemment, communiquer entre eux en dehors de cette bulle. Si on veut communiquer en dehors, là, on va devoir aborder la situation différemment. Alors, je le disais tout à l'heure, on crée un overlay network, ou on crée un bridge si on travaille à l'échelle d'un seul host, et on rattache des conteneurs à cette espèce de bulle réseau. C'est ce que je vais matérialiser là, on a 3 instances qui peuvent se parler dans le cadre de cette bulle. Imaginons maintenant que j'ai de nouveaux conteneurs qui apparaissent d'une autre application. Ok, ils peuvent se parler entre eux. Jusque-là, c'est ce qu'on disait jusque-là, tout va bien. Maintenant, ces applications, imaginons que ce soit 2 microservices, il y en a probablement un qui va être consommateur de l'autre. Et là, comment on fait ? Alors, une façon d'aborder cette problématique... Ah, pardon, j'oubliais, j'avais un 3e microservice, 3 conteneurs, pareil aussi, avec leur petite bulle. En fait, si je veux les faire parler entre eux,
eh ben, je vais utiliser cette propriété du modèle de networking de Docker qui fait qu'à un conteneur, je peux attacher plusieurs interfaces. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, les endpoints, on peut en mettre plusieurs sur un conteneur. Eh ben, un conteneur qui doit pouvoir parler à des conteneurs d'une autre application, eh ben, en fait, on va attacher ce conteneur des deux côtés. C'est-à-dire qu'on va lui créer une interface dans le réseau de ce côté-là et une interface dans ce deuxième réseau. Donc finalement, on a 3 applications et on a une espèce de réseau sur lequel on a des conteneurs avec une patte à cheval de part et d'autre. À la fin de la démonstration, on verra à quoi ça peut nous servir. Parce que créer des isolations, ça peut être intéressant pour séparer des applications, ce que je disais, mais on peut aussi s'en servir pour séparer les couches d'une application. Le front, le middle, le back. Pour faire en sorte que, par exemple, mon front ne puisse pas parler directement au back. En faisant en sorte que seul le middle ait une patte de chaque côté. On va y revenir. Une autre façon que je n'ai pas développée dans du slide, mais qui marche bien évidemment aussi, c'est de se dire que 2 applications distinctes, elles fonctionnent chacune dans leur bulle. Et pour exposer cette application sur le monde extérieur, en fait, on va faire en sorte que le conteneur qui servira de porte d'entrée ait une patte dans ce réseau-là, et sa seconde patte, elle ne sera pas sur un deuxième réseau comme celui-ci, une deuxième bulle, elle sera sur le host network, elle sera sur le réseau d'infrastructure de l'entreprise. Et finalement, ce qu'on exposera de l'application, c'est uniquement cette porte d'entrée. Et là, on continue de la même façon. Alors, Docker compose dans tout ça. Alors, tout à l'heure, je parlais d'une topologie. Je disais qu'une application, c'est pas forcément qu'un seul conteneur, c'est très probablement plusieurs conteneurs. Ça peut être plusieurs conteneurs parce que ça peut être des services qui travaillent entre eux, ça peut être plusieurs conteneurs aussi parce que c'est une ferme de serveurs qu'on instancie, une ferme de conteneurs qu'on instancie à de multiples reprises. Eh bien, Docker Compose, dans l'univers de Docker, c'est la façon de modéliser la topologie de l'application. On décrit les différents services, on peut décrire avec des commandes comme scale, Docker Compose scale, ça permet de dire combien d'instances de chaque service je veux instancier, etc., etc. Cette topologie, c'est quelque chose qu'on avait déjà. Ce qui est nouveau, c'est que Docker Compose commence à savoir gérer le réseau. En utilisant le commutateur X- networking, on lui explique qu'on va vouloir utiliser les fonctionnalités du réseau de Docker, et en utilisant ce deuxième paramètre, le moment X-Network Driver Overlay, en fait, on est en train de dire que la topologie que j'ai décrite dans mon compose, elle va être associée à une bulle réseau qui va être créée, dédiée pour elle, au moment de l'instanciation. Donc en gros, si j'ai mon YAML qui définit mes différents services composant mon application, ce que fera le compose en plus, c'est qu'il créera un réseau dédié et il rattachera tous ses conteneurs à cette bulle réseau-là. Et après, pour lancer l'application, on fait un hub comme d'habitude. Alors, on a parlé de réseau, on parle de volume maintenant. Historiquement, les volumes, je le disais au tout début dans l'introduction, avec Docker, le principe c'était surtout de mettre une application dans la bulle. Ça permettait à la base surtout d'isoler des processus. Et très vite, quand on s'est dit, mais ces boîtes, ces conteneurs, je vais les construire de façon itérative, fluide, avec un process de continuous delivery, et que du coup, ce conteneur il va être immuable, et que donc je dois extraire la donnée, se poser la question de où je mets cette donnée. Alors évidemment, je ne parle pas ici des données qui sont dans des bases de données, qui sont dans d'autres types de services, mais je parle des données de type binaire, fichiers, qui sont associés au conteneur. Alors il y avait finalement plusieurs façons de le faire. Donc on a dit qu'il ne fallait pas la mettre dans le conteneur, il fallait la mettre ailleurs. La première, la plus élémentaire, c'était de monter finalement un volume qui faisait que finalement un des répertoires, par exemple, d'un conteneur, mappait sur un répertoire du host qui hébergeait ce conteneur. Alors ça, c'est un peu problématique pour 2 raisons. La première, c'est qu'on crée une abstraction, on crée une adhérence, à l'inverse, entre le conteneur et le host sous-jacent. C'est un peu dommage, alors que le conteneur servait justement de créer l'inverse, une abstraction. Pas top. Deuxième truc, on parle de cluster. On a parlé de cluster swarm. Tout à l'heure, avec mon compose, je dis que je veux une end instance, je l'envoie sur la ferme swarm, je ne sais pas forcément où je vais atterrir. Alors évidemment, si je suis mappé avec le file system d'un host en particulier, je suis coincé, je ne sais pas où je vais envoyer mon conteneur. Donc ça ne marche pas. Deuxième problématique, Docker avait proposé de se dire finalement il y a des data containers qui sont des conteneurs qui ne portent pas un applicatif qui fonctionne. Ça va permettre en tout cas de découpler l'application, donc un conteneur dont le cycle de vie il est assez court et un conteneur qui est jetable par essence, et un conteneur qui porte la payload de data, qui lui va subsister au cycle de vie du conteneur applicatif. Alors ça c'était bien parce que ça permettait de faire abstraction du host, mais on était toujours restreint à un host. C'était 2 conteneurs qui étaient sur la même machine.
Pareil, je reviens sur la logique de cluster, swarm, comment je fais? Alors, du coup, Docker a inventé un nouveau truc qui sont les volumes. Voilà. Le volume, c'est quoi, finalement? C'est un objet à part entière, comme pour le network tout à l'heure, un nouveau type d'objet. Donc on va faire des Docker volumes, on va regarder un petit peu plus tard ce que ça donne. Donc on crée un nouvel objet, un volume, qui lui aussi va avoir des drivers, toujours cette logique un peu plug and play, où on va pouvoir se backer sur différents types de services. Il y a un driver local, mais il y a aussi la possibilité de se backer sur des fournisseurs tiers. Et finalement, le Docker volume peut devenir un avatar pour accéder à des datas qui sont par exemple dans un OpenStack suite, dans un stockage objet, dans un Ceph, ou dans d'autres formats, en fonction des drivers à utiliser. Alors ça, c'est intéressant à plus d'un titre. Pourquoi? Parce que vu de Docker, j'ai toujours une logique de topologie d'objets Docker. Je comprends que j'ai un conteneur, je comprends que j'ai un objet qui a un volume, je parle qu'avec des objets de type Docker. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le volume, vis-à-vis du conteneur, ils ont toujours cette logique de montage qu'on voyait un petit peu tout à l'heure quand on avait un conteneur de data et un conteneur applicatif. On a toujours cette logique d'association de points de montage d'un conteneur de data à un conteneur exécutant une application. Sauf que lui, c'est juste un avatar et il déporte la problématique ailleurs. Et ça, c'est intéressant parce que maintenant, du coup, on peut avoir sa data complètement excentrée sur des infrastructures dont c'est le métier. Et ça va permettre de résoudre ces problématiques de clustering. Et ça permet aussi de gagner quelque chose qui était un problème tout à l'heure que je n'ai pas évoqué. C'est que toujours dans cette logique, cette quête de l'abstraction, quand je disais que la data elle était sur le host, ou même dans un conteneur de data sur le host, la résilience de ma data, elle était directement corrélée à la résilience de mon infrastructure. En gros, je perdais le disque de mon host et c'était foutu. Là, j'ai complètement déporté le problème. La résilience de ma data, elle est assurée par ces infrastructures de stockage et non plus par Docker. Docker ne fait finalement qu'exposer un avatar, une porte d'entrée vers ces infrastructures, une porte d'entrée normalisée au sens Docker, qui crée encore une abstraction. Ce qui est sympa aussi, c'est de se noter que ces infrastructures, elles suivent en fait les mêmes paradigmes qu'on aime bien avec Docker, c'est que la résilience et la scalabilité, elles se jouent sur un déploiement plus horizontal. Dans ces infrastructures, quand on veut plus de résilience, surtout on veut plus de scalabilité, on rajoute des hosts. Sur Ceph, on rajoute des machines. C'est pas quelque chose de vertical dans lequel on met des serveurs plus gros ou une baie de stockage plus importante. On étale. Et ça, c'est quelque chose qui est très proche des paradigmes de Docker. Alors, là aussi, tout un jeu de commandes qui permet de gérer cette fonctionnalité. On peut créer des volumes, c'est ce que j'ai fait en haut. On peut spécifier un plugin. On lui donne un nom. Là, je vais donner le nom de pool/name. Ça devient un objet à part entière. Et puis après, quand je démarre un conteneur applicatif, c'est toujours pareil. Ce conteneur applicatif, je l'associe à un point de montage dans un conteneur de data. Sauf que, donc via le commutateur "-v que vous connaissez pour gérer les volumes, sauf que ce conteneur, c'est un avatar qui permet de déporter la problématique ailleurs. Donc vu de Docker, vu du conteneur de data, en fait, rien n'a changé. Vu du conteneur, qui exécute l'application, rien n'a changé. Il monte un conteneur de data, sauf que lui, il déporte la problématique ailleurs. D'autres commandes, les volumes, on peut les lister, on peut les inspecter, etc., etc. C'est des objets à part entière, comme pour le network. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce qu'on retient de tout ça, c'est plusieurs choses. C'est que on a des nouvelles fonctionnalités. Au début, on avait un paradigme qui était un peu universel, qui était le conteneur. Conteneur dans lequel on mettait une application. On a vu qu'on essayait d'y mettre de la data en faisant des conteneurs de data pour isoler la data en dehors du conteneur applicatif. Mais finalement, avec ces nouvelles fonctionnalités, on a recentré le conteneur sur ce qu'il était censé être, porter une payload applicative. Voilà. Un programme qui fonctionne dedans. Pourquoi? Parce que finalement, la data, c'est un objet à part entière. C'est le stockage avec les objets de volume. Le réseau, il arrive aussi, on en a parlé tout à l'heure, c'est des objets à part entière. Et la topologie dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, le Docker Compose, qui existait déjà avant, intègre ces nouveaux modèles. Et finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que là, on a tout ce dont a besoin une application, de la capacité d'exécution, du stockage, du réseau pour interopérer, et une topologie qui permet de lier l'ensemble. Et finalement, on peut se dire qu'avec tout ça, Docker a shifté vers une logique d'object-oriented infrastructure, puisque finalement, on a des briques ad hoc pour du compute, pour du storage, pour du réseau, et la topologie permet finalement de créer une topologie objet représentant
une application. Donc, je trouvais que c'était assez intéressant de développer un petit peu cette logique-là, au-delà de la fonctionnalité pure et dure qu'est le network ou le storage. Évidemment, tout ça, ça tourne sur une plateforme de CaaS, de container as a service, Swarm en particulier, l'écosystème de Docker avec Swarm, machine, etc. On y reviendra, c'est ce que j'utilisais pour la démo que j'avais fait avec mon confrère Laurent. Mais après, il y a d'autres aussi solutions qui existent. Alors la question qui se pose, c'est que là, c'est très nouveau. La question, c'est comment les autres solutions intégreront aussi ces nouvelles problématiques de network, de volume au sens Docker. Parce qu'il ne gérait jusque-là que des conteneurs, d'ailleurs, comme le faisait Docker. Alors, maintenant qu'on a parlé des fonctionnalités de Docker et qu'on a vu qu'il y a eu un petit shift vers une logique plus orientée objet, ce que je vous propose, c'est de reprendre un peu du recul en parlant de problématiques un petit peu plus vastes, en revenant un petit peu sur le monde de l'application. Et l'idée, c'est de voir en quoi, finalement, ces fonctionnalités qui paraissent bien sexy apportent des réponses à des problèmes d'architecture applicative. Alors, ça c'est Checkpoint Charlie à Berlin, quand il y avait un petit mur qui encerclait la ville. En fait, ça c'était le SI dans le temps. Dans le temps, c'était facile, parce que finalement, l'informatique d'une entreprise, elle parlait sur elle-même. C'était des composants qui parlaient beaucoup entre eux, qui parlaient peu avec l'extérieur, et l'extérieur parlait peu avec l'intérieur. Donc finalement, vous aviez plus qu'à protéger avec une belle muraille de Chine votre SI en mettant un beau firewall qui servait de checkpoint, et c'était facile. Le problème, c'est que ça a un peu bougé. D'un côté, votre infra, votre IT, il y en a un peu partout. Vous en aviez chez vous, mais vous en avez de plus en plus chez des fournisseurs tiers. Vous faites du housing, du hosting, vous faites de plus en plus de cloud, j'imagine. Et puis en parallèle, donc ça sort de plus en plus, et de l'autre côté, en parallèle, ça rentre de plus en plus, parce que aujourd'hui, les entreprises échangent de plus en plus. On parle d'open API, on parle d'échanges. Si ce n'est que même entre entreprises, pour faire du B2B, on a de plus en plus d'interconnectivité entre les entreprises. Vous exposez des API, etc., etc. Donc finalement, on a créé des trous partout dans la muraille de Chine que vous aviez construit, et ça commence à devenir très 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 compliqué à gérer. D'autant plus que la nature de ces trous devient de plus en plus complexe à gérer, puisque avant, on avait des flux qui étaient relativement simples. Maintenant, les architectures applicatives sont de plus en plus complexes, et donc modéliser, expliquer ce qui doit rentrer et sortir, ça devient de plus en plus complexe, en plus de leur multiplication. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Une des solutions qu'on peut imaginer, c'est de faire du sandboxing des applications. Se dire que finalement, la frontière qu'on essayait de mettre à une échelle qui était finalement très large, trop large, qui était le SI, en se disant « j'ai une super porte d'entrée, mais celui qui est dedans, il est dedans », et finalement, souvent, on voit quand il y a des failles, qu'une fois que quelqu'un a rebondi à l'intérieur, c'est plus facile d'attaquer le système. L'idée, c'est de se dire, et si on sandboxait au plus près des applications ? Finalement, on a vu tout à l'heure qu'on avait une fonctionnalité technique, on avait le networking, tout ça, on va y revenir. Donc, sandboxons les applications, créons finalement des bulles qui sont les applications. Et le nouveau paradigme de la sécurité serait de dire finalement, je rapproche la sécurité de l'application et je considère à la limite que ce qui est extérieur à l'application, c'est un monde qui est non sûr, c'est le monde extérieur, que ce soit une autre application de mon SI ou que ce soit un autre service fourni par un tiers à l'extérieur, etc., etc. La bulle, la frontière, je la ramène au niveau de l'application. Alors, ça va avoir plein d'applications, mieux sécuriser la porte d'entrée, évidemment, et du coup, en termes de réseau, ça crée de nouvelles contraintes, parce que ça veut dire qu'on va vouloir les isoler, là où traditionnellement, dans les entreprises, on a souvent des réseaux qui sont plutôt flat, en règle générale. Donc, vu que cette topologie, c'est celle d'une application, une problématique très infrastructure, très transverse, devient une problématique applicative. Le networking, ça devient un des enjeux de l'application dans cette logique-là. La sécurité, quand je disais qu'on la rapproche d'une application, ça veut dire que c'est plus tant un enjeu d'infrastructure. Dans le temps, finalement, les gens se disaient, la sécurité, pour beaucoup, elle est sur la frontière extérieure, on met des bons firewalls. C'était un sujet qui était abordé beaucoup sur l'angle de l'infra. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas dans les applications, il y avait aussi de l'authentification, etc., etc. Mais il y avait aussi un focus important sur l'infra et très transverse. Donc, il faut se dire qu'en plus d'être un sujet d'infra, c'est aussi un sujet d'application. L'architecture applicative doit être pensée pour ça, et le fait d'intégrer les problématiques réseau, c'est une façon d'y répondre. Et pour finir, quand on parle de ça, ça veut dire qu'il faut mettre les mêmes personnes dans la même pièce, les bonnes personnes dans la même pièce pour collaborer. Et donc ça veut dire, alors il y a un nouveau buzzword qui arrive, je l'aime pas tellement parce qu'on finit plus de rajouter des buzzwords.
en fait, c'est du DevOps, simplement en se disant que dans cette logique où il y avait des devs, il y a des DevOps, il faut aussi mettre dans la pièce le mec qui parle de sécurité pour qu'il participe au cycle de vie de l'application et à la définition de ce qu'est cette bulle. Donc c'est pas forcément qu'une problématique technique. Alors quand on fait des bulles, du coup, ça nous amène à parler de réseau. Hein. J'ai mis un petit pied dans la porte dans le slide d'avant. Finalement, ça nous amène à passer de ça à ça. En gros, traditionnellement, le réseau, c'est quelque chose qui est très lié à l'infrastructure. Et la problématique, c'est qu'on veut qu'il ressemble à ça. C'est-à-dire créer des topologies liées aux applications. Et on voit que ces designs, ils n'ont rien à voir. Ces deux schémas qui représentent peut-être la même chose. Là, j'avais des VM. On aurait pu dire que ça, c'est des hosts et des conteneurs Docker, d'ailleurs. Là, j'ai une topologie physique, parce que j'ai bien des hosts, des serveurs Docker qui sont plugués sur le réseau, et qui sont tous connectés les uns aux autres, mais applicativement, j'ai besoin de faire ça. C'est des conteneurs qui ont besoin de se parler entre eux par affinité applicative, et ça n'a rien à voir avec l'infrastructure. Et on comprend mieux pourquoi, tout à l'heure, la fonctionnalité de SDN, qui permettait de créer des réseaux en overlay transverse, ça permettait de faire ça, ça permettait de bien découpler le design de l'infrastructure de celui de l'application, du réseau de l'application. Alors les SDN, finalement, qu'est-ce qu'ils ont de particulièrement sexy? C'est qu'ils sont massively multi-tenant. L'infra-réseau, souvent, historiquement, ça repose sur des paradigmes d'infrastructure. Et par exemple, alors c'est un peu vieillot maintenant, mais les VLAN, il y a une limitation, c'est 4096 VLAN. Donc si vous comptiez utiliser des VLAN pour faire de la ségrégation des différents réseaux pour ségréger les différentes applications, déjà vous créez une grosse adhérence entre l'application et des contraintes et des considérations d'infrastructure pure. Mais en plus, vous avez des grosses limitations, 4096 VLAN par exemple. Donc c'était pas forcément pensé pour ça, donc les ordres de grandeur n'étaient pas forcément les bons, c'était pas forcément scalable, c'était pas forcément facile à provisionner, déprovisionner, parce que construire des VLAN ou construire des topologies réseau, ça amène à manipuler des systèmes qui, jusqu'à il y a peu, ça c'est en train d'évoluer aussi, n'étaient pas pensés pour jouer avec cette vélocité. On construisait un réseau, on le faisait évoluer lentement. Aujourd'hui, on construit des applications de façon très itérative, très, très rapide. On crée une application, on la tue 6 mois après, etc. etc. Avec les paradigmes réseau qu'on avait, on n'arrivait pas forcément à avoir la même vélocité. Les équipes réseau, elles ne peuvent pas créer un VLAN ou reconstruire une topologie toutes les 30 minutes parce que vous faites évoluer votre design. Les SDN, ils permettent ça. On l'a vu dans le cas de Docker tout à l'heure, c'est juste des commandes qui permettent d'être lancées et de pouvoir créer ces réseaux, rattacher des conteneurs associés, etc. etc. Et le dernier, et évidemment je parlais d'infra as code parce que ces réseaux, on les pense et on les gère avec des paradigmes de développeurs. Hein. Ce qui est intéressant aussi dans Docker, pourquoi il y a beaucoup d'adoption dans Docker, c'est que c'est un produit très orienté infrastructure, on en parlait tout à l'heure. En fait, les mecs de Docker, finalement, là où ils ont été très forts, c'est qu'ils n'ont pas inventé ce qui est LXC ou DevMapper, DevMapper, c'est un peu... Ils n'ont pas inventé LXC, ils n'ont pas inventé AUFS. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'au-delà de ces briques technologiques très très fortes et très barbues, et je vois qu'il y a des barbus dans la salle, d'Ops, ils ont créé un concept, le conteneur, en utilisant toutes ces briques-là, et l'ont rendu compréhensible des devs en utilisant une façon de leur parler, en parlant d'API, en parlant de concepts qu'ils appréhendaient. Ça, c'est une façon aussi de faciliter l'accès à cette technologie. Je vais poser une petite question dans la salle. Qui est dev? Qui est Ops? Voilà. Ouais. Donc moi je suis plutôt un Ops historiquement. Je m'occupe aussi, je ne l'ai pas dit au début, du meet-up Docker de Paris. Je pose cette question assez régulièrement. Les 3/4 des gens qui viennent, c'est des devs. C'est marrant parce que Docker, on disait, AUFS, LXC, les namespaces, les cgroups, c'est des trucs très Ops. En fait, c'est de la technologie d'Ops faite pour être utilisée par des devs. Et les SDN, ça permet un petit peu la même chose aussi. Ça rend des aspects infrastructure appréhendables et manipulables par des devs. Alors attention, ça ne veut pas dire que les devs peuvent se débrouiller tout seuls, ça veut dire que les devs ils doivent se rapprocher des Ops et ils doivent apprendre aussi de nouvelles choses, parce que ça veut dire aussi qu'ils doivent beaucoup plus s'intéresser à ces problématiques réseau. Bref, et pour terminer, ce qui est intéressant, c'est que généralement, la logique des SDN fait qu'elle ne tire pas forcément profit des couches basses des infrastructures réseau. Tout à l'heure, je parlais des VLAN et des implications, des contraintes fortes que ça drainait. Ces SDN, ils sont faits avec des concepts qui permettent de naviguer par-dessus ça. Souvent, ils sont au niveau L3, qui permettent finalement de ne pas avoir d'adhérence d'infrastructure forte sur laquelle ils reposent.
Tout à l'heure, quand on disait on crée un SDN avec Docker, on crée un réseau en overlay entre les hosts, on fait en sorte que ces conteneurs ils parlent. Je vous ai montré quelques commandes Docker, mais à aucun moment donné, j'ai dit on va créer un VLAN, on va se retrousser les manches, on va toucher à l'infraréseau sous-jacente. On a créé une abstraction. Alors un autre sujet, les services, les microservices. Alors, à une époque, il y avait cette volonté de faire des USB, avec le mythe un petit peu de l'architecte central qui avait une vision d'ensemble et holistique, qui connectait, qui interconnectait les applications. Bon, on ne va pas rentrer beaucoup plus dans le sujet, parce que c'est un sujet dont on pourrait débattre encore des heures, créer des petites guerres en trollant un petit peu, mais l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la tendance, c'est d'aller vers du full mesh, vers des microservices, indépendants les uns des autres, qui vivent à leur rythme, à leur cycle de vie, et surtout qui se parlent entre eux de façon directe, en full mesh. Alors ça c'est intéressant parce que ça va nous permettre de rebondir sur des tas d'autres sujets par la suite, comme les services discovery, les services registry. Donc ça c'est un point assez intéressant à noter en premier lieu. Le deuxième truc, c'est explorons un petit peu sur les microservices quelques petits points. Alors si on les résume finalement, ça serait finalement des services, donc microservices par définition, ils sont petits, on essaye de les faire les plus atomiques possibles évidemment, le plus découplés les uns des autres, avec des interconnexions, full mesh on le disait, et ils ont un certain nombre de propriétés qui sont intéressantes, et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces propriétés, elles matchent vachement bien avec les propriétés de Docker. C'est-à-dire l'immuabilité qu'on évoquait tout à l'heure, on essaye de faire en sorte que ces services soient le plus stateless possible, le plus immuable. On essaye de faire en sorte que les paradigmes de scalabilité de ces applications, de ces microservices, les paradigmes d'architecture, ils vont bien avec Docker, parce que finalement, quand on dit on veut scaler un microservice, généralement, on fait en sorte que le service il soit stateless pour éviter justement de partager un contexte le plus possible. On essaie de faire en sorte qu'il soit multiversionné pour faire en sorte que lorsqu'on va déployer, on peut avoir des composants qui sont dans des versions différentes, mais que l'application marche. Et finalement, la scalabilité, on peut l'adresser de façon horizontale en disant que finalement, scaler une application, ce n'est que rajouter des instances d'une même application. Donc tout ça, ça matche bien avec le profil de Docker. Ce que je voulais faire ici, c'est simplement essayer de faire en sorte de se rendre compte à quel point le principe des microservices collait bien en fait à la philosophie de Docker. Un dernier point sur le service discovery, les services registry, alors ça dépend les termes que les uns et les autres emploient. Quand on fait du full mesh, ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a plus ce bus qui a la vision holistique du monde. Ça veut dire que chaque service se débrouille. Et donc un service qui produit quelque chose, qui expose quelque chose, il faut bien qu'il raconte quelque part qu'il existe, dans un annuaire en quelque sorte, dans une registry de service. Et un service qui consomme, une API qui a besoin d'une autre API, il faut bien qu'elle trouve cette autre API, évidemment. Et en fait, l'idée, c'est qu'elle aille poser la question à cette fameuse registry de service. Alors là, c'est intéressant, parce que depuis tout à l'heure, je ramène toujours la question, je ramène souvent le débat à la logique de l'abstraction. En fait, là encore, on a fait une forme d'abstraction, parce que souvent, d'habitude, on utilisait du DNS, des choses comme ça. Alors on va aussi en utiliser derrière, parce que le service, à un moment donné, il faut bien pouvoir s'y connecter. Mais d'un point de vue applicatif, le consommateur, il ne va pas directement chercher un nom DNS ou quelque chose qui est très infracentrique. Il va chercher à trouver un service dans un catalogue qui est un catalogue applicatif finalement qui s'exploite et qui s'utilise au travers d'API. On va le voir tout à l'heure avec des outils comme Consul, Zookeeper ou etcd. Alors un dernier point, je parlais de scalabilité horizontale et verticale. On a vu que le sens des choses, c'était d'aller vers l'horizontalité. Ce qu'on disait, c'est que pour faire ça, il faut que les applications soient pensées pour ça. On le disait tout à l'heure. Il faut qu'elles utilisent un certain nombre de paradigmes, de patterns d'architecture qui conviennent bien par rapport à cette démarche. J'ai évoqué le cas de multiversionner et d'être stateless, par exemple. Alors le stateless, simplement pour éviter de partager du contexte. Le multiversionning, je l'ai un peu moins développé. Mais pour donner un exemple justement dans lequel il peut bien rendre service, imaginons que vous ayez une application qui fonctionne avec 3 instances en petit cluster, voire même qui peut scaler à beaucoup plus. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand vous allez vouloir déployer la version N+1 de votre application, on a dit que dans une logique d'immuabilité du conteneur, on trash l'ancien, on déploie le nouveau. Ce qui est intéressant, c'est que si on est capable de multiversionner son API, au lieu de trasher tous les conteneurs, d'arrêter l'application, de faire un arrêt de service et de respawner tous les nouveaux conteneurs,
Et ben, ce que je peux faire, c'est faire du déploiement roulant. En gros, je supprime dans cette ferme de 3 ou de n conteneurs, je supprime un conteneur, je mets la version n+1, je supprime un conteneur, je mets la version n+1. Je les remplace les uns après les autres, et finalement, je fais du zéro downtime deployment, parce qu'au fur et à mesure, j'ai remplacé tous mes conteneurs sans jamais faire d'arrêt de service, puisque j'ai toujours au moins une instance qui est visible. Ça, c'est intéressant, mais pour faire ça, ce que je veux mettre en exergue, c'est qu'il faut que l'application soit pensée pour le faire. Parce que si votre API n'est pas multiversionnée, si votre programme n'est pas capable de pouvoir parler à des instances qui sont dans des versions différentes sans se prendre les pieds dedans, eh ben, ça ne sert à rien de faire de la scalabilité horizontale dans ce cas-là. Alors, la data, on en a parlé avec les volumes. La data, il faut l'externaliser le plus possible de ces conteneurs, on l'a vu. Il y a de plus en plus de technos qui émergent. Alors évidemment, il y a toujours les bases de données qui ne sont pas prêtes de mourir demain. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que tout ce qui émerge depuis des années maintenant, les clusters Hadoop, Cassandra, Elasticsearch, etc., ou même pour le stockage de fichiers binaires, avec les Ceph, les OpenStack, regardez à quel point eux-mêmes exploitent ces propres paradigmes. Ils misent aussi sur l'horizontalité. Donc en fait, ces composants-là, eux-mêmes, deviennent des composants très applicatifs et qui s'approprient eux-mêmes ces patterns. Un dernier point sur l'infrastructure, elle devient de plus en plus commoditisée. Dans le temps, on pouvait, j'ai presque envie de dire, lire l'architecture d'une application en lisant l'architecture de son infra. Parce qu'on regardait ce qu'on voulait faire comme application, on réfléchissait aux enjeux d'infrastructure que ça drainait derrière, j'ai besoin d'IO, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, et j'allais chercher les ressources, les matériels dont j'avais besoin. Je m'achetais un gros serveur, je me mettais des attachements SAN, je m'en mettais plusieurs, ou je m'en mettais un. Enfin, je construisais un design d'infrastructure qui répondait à un besoin applicatif. Sauf que ça, d'une part, c'était bien pour faire du design de scalabilité verticale, mais on s'en fout un peu puisqu'on essaie plutôt de partir vers de l'horizontal. Et justement, ce qu'on veut, c'est justement dépasser tout ça et créer de l'abstraction. J'arrête pas de parler d'abstraction depuis tout à l'heure, mais c'est important. Et du coup, l'idée, c'est de se dire que finalement, l'infrastructure, c'est de plus en plus des boîtes à pizza qu'on va raquer au kilomètre dans des data centers. Et même pour que ce soit pour la partie compute, en raquant des serveurs, ou même pour la partie storage. Quand on disait j'ai besoin de beaucoup d'IO, on pensait tout de suite la BSAN, des switch fiber channel, etc. Regardez des solutions, je parlais de Ceph tout à l'heure, ou d'OpenStack Swift, on répartit très horizontalement, voire même, on n'a pas de SAN derrière ce genre de choses, ou en tout cas, ça n'a pas d'intérêt. L'idée, c'est bien justement de leverager sur d'autres façons de faire. Et donc, l'infra devient une commodité, et surtout, elle est rationalisée, parce que dès lors qu'on a créé cette abstraction de façon parfaite, finalement, on raque des infrastructures au kilomètre sans considération du design de l'application, et c'est simplement cette élasticité horizontale qui va nous permettre d'atteindre les enjeux de résilience et de scalabilité des applications. Donc on peut rationaliser plus facilement, et en plus on peut capitaliser sur du low cost, parce que ces boîtes à pizza, c'est vraiment des commodités toutes simples. On s'attache plus à en mettre des grandes quantités plutôt qu'à mettre des gros serveurs dans la boucle. Alors, dernière chose, l'autre jour à la DockerCon, quelqu'un citait en tweet, disait on ne peut jamais finir une discussion sans parler de Conway à un moment ou à un autre. Conway, en 68, il disait un truc sympa, et en fait, c'est toujours vrai en 2015, c'est un vrai enjeu pour les entreprises, en règle générale. Donc l'idée, c'est de se dire, quand vous voulez faire des applications en microservices, que vous voulez faire du continuous delivery, etc., on a vu qu'on a besoin de découpler au maximum, on a vu qu'on faisait des microservices qui étaient en full mesh, qui étaient déconnectés les uns des autres le plus possible. En gros, ce qui est important, c'est de se dire, oui, il y a des enjeux d'architecture, c'est évident, mais pour que ça fonctionne, les équipes qui construisent ces microservices, elles ont besoin d'être petites, autonomes et pluridisciplinaires, en gros, on parle de feature team, pour pouvoir avancer rapidement. Et ça, c'est plus des enjeux techniques, c'est des enjeux de coopération qui sont nécessaires aussi. Alors, si on passe maintenant à un dernier point, toujours sur cette logique d'organisation, je fais un peu le parallèle avec Docker. Une dernière fois, avant qu'on passe à de la démo, il y a quelque chose d'un peu plus concret et tangible. Dans la logique de Docker, c'est un peu ça aussi la philosophie. D'un côté, il y a des gens qui construisent des applications qui s'intéressent au contenu des boîtes, à la topologie de ces boîtes. Et de l'autre côté, il y a des gens qui s'intéressent
à fournir une capacité à opérer des boîtes, en fait, qui fournissent des plateformes de casse, par exemple, dont le métier, c'est de gérer ces boîtes sans forcément se préoccuper de ce qu'il y a dedans. Et là aussi, c'est pas un enjeu technique, c'est un enjeu de déplacement des rôles et des responsabilités entre les intervenants. Alors finalement, en conclusion, petite conclusion intermédiaire, finalement, Docker, ça fit bien tous ces enjeux-là sur les microservices, sur le déplacement des enjeux de sécurité, sur le réseau qui se découple de plus en plus de l'infrastructure par rapport aux applications, la résilience et la scalabilité qui est gérée de plus en plus applicativement et de façon horizontale plus que verticale. Tout ça, on l'a vu, Docker, les paradigmes de Docker, ils fit bien à ce modèle-là. Et après, en plus de ça, évidemment, ne vous focalisez pas que sur la technique. Il faut aussi faire en sorte que les personnes qui contribuent à tout ça soient là. Et toutes ces compétences doivent être là et travailler ensemble de façon solidaire pour faire avancer votre application. Alors, parlons maintenant d'un exemple concret. Parce que finalement, au début, on a parlé de fonctionnalités de Docker, on a parlé du stockage, on a parlé donc de volume, on a parlé du network, on a vu que finalement, on était passé un petit modèle à objet. On a un petit peu élargi le débat ensuite en reparlant de microservices, en parlant des enjeux de shift de sécurité, etc., etc. Si on met tout ça un petit peu en mix, qu'est-ce qui se passe? Alors, on s'était amusé donc, avec mon collègue et moi à se construire une application qui modélisait un petit peu, de façon très, très didactique et simpliste, une application en microservice dans un univers Docker. Alors, voyons ce que ça donne. La plateforme d'exécution d'abord. La plateforme d'exécution, on l'a construite avec du Docker Machine. Docker Machine nous a permis de créer finalement des hosts Docker, un cluster Swarm avec des hosts qui y sont attachés. Et on a utilisé une registry, en l'occurrence un consul, qui permet plusieurs choses. Ça, je vais y revenir à la fin. Il permet déjà, à ce stade-là, de pouvoir faire en sorte que le cluster Swarm sache quels sont tous les participants, les engines participants au cluster. Donc une fois qu'on a créé donc avec ma machine donc, le cluster Swarm et les engines qui vont avec, hop, voilà les engines. Là, on a une plateforme, un cluster Swarm up and running traditionnel. Bien, on a une capacité d'exécution de conteneurs. C'est un bon début. On a ensuite utilisé un deuxième truc, c'est le registrator. C'est un petit outil fait par Glider Labs, si je me souviens bien, qui fonctionne lui-même sous la forme d'un conteneur, qu'on instancie sur chacun des hosts de notre ferme, et ce conteneur-là, il a un rôle un peu particulier. Ce qu'il fait, c'est qu'il introspecte en fait ce qui se passe sur l'engine sous-jacent, il détecte les créations et les suppressions de conteneurs sur cet engine, et il va en informer la registry, le consul. Et ça permet un deuxième rôle à la registry consul, c'est au-delà d'avoir la connaissance, en tout cas de stocker la liste de tous les nœuds du cluster Swarm sous la forme d'un service, là, elle commence à être en connaissance de tous les conteneurs qu'on va spawner sur cette plateforme. Parlons de notre application maintenant. Alors cette application, c'est un exemple un petit peu tout bête, avec finalement un microservice qui serait un fournisseur, avec une porte d'entrée, un Nginx, avec une à n instances d'un programme qui était en Python en l'occurrence, et une MongoDB derrière. En l'occurrence, juste un conteneur, on aurait aussi pu imaginer que celle-ci soit multi-instanciée. Alors, ça, c'est notre microservice. On a des consommateurs, alors j'ai dessiné ça avec des conteneurs, ça pourrait être n'importe quoi d'autre que des conteneurs. C'est l'extérieur de notre application, c'est le monde hostile, ça peut être tout et n'importe quoi, des conteneurs, des serveurs, et quoi que ce soit. Alors, un petit point intéressant sur l'Nginx. Dans une logique de scalabilité, mes instances Python, là j'en ai dessiné 3, mais je peux en avoir une, je peux en avoir 500. Et on a vu que du point de vue de compose, je définis ma topologie, on pourra jeter un petit coup d'œil au YAML tout à l'heure. La topologie de mon application, c'est un Nginx, un service Nginx, un service Python, que j'instancie plus ou moins avec la commande scale, pour dire le nombre d'instances que j'en veux, et un service MongoDB. L'Nginx, lui, il a bien besoin de savoir quelles sont les instances sur lesquelles il peut load balancer. L'idée, en fait, c'est que l'Nginx, finalement, il soit tenu à jour, la liste des serveurs contribuant, la ferme de serveurs est tenue à jour, et on va voir un petit peu comment ça marche. En gros, dans les grandes lignes, on utilise le consul template, en gros un petit outil dans le conteneur, qui est donc dans le conteneur Nginx, qui va en fait poser la question régulièrement à consul,
pour récupérer la liste de tous les conteneurs Python qui ont été spawnés, qui ont été démarrés. Et du coup, cette liste, il s'en sert pour rafraîchir la configuration du Nginx, et donc faire en sorte que le Nginx sache que la ferme a évolué. Notre application, je le disais, c'est une topologie, on l'a faite avec Compose, dans un YAML file, et comme on l'a vu au début de la présentation, on a utilisé des arguments, le moment X-Networking et X-Network-Driver, pour préciser que cette application a été en overlay, puisqu'on fonctionne sur un cluster Swarm, donc des conteneurs vont en avoir un petit peu partout. Et donc on va préciser qu'on utilise donc un réseau en overlay pour faire en sorte que ces conteneurs parlent entre eux, tout en étant découplés du reste du monde. Et donc, je le disais, on peut scaler à la hausse ou à la baisse, comme on le fait avec une commande Docker Compose Scale, en disant que l'API, j'en veux N, j'en veux 5, 10, 20, 30... Voilà. Du point de vue réseau, alors à la fin, on ira sur la plateforme, je vous montrerai quelques lignes pour qu'on s'approprie un peu le truc. Mais pour finir le slide deck rapidement, grosso modo, du point de vue réseau, il se passe quoi? Donc, j'ai les conteneurs ou des serveurs qui viennent consommer sur le host network, et vu de mon application, j'ai créé un SDN, c'était bien l'enjeu qu'on avait, en y associant toutes les ressources de ce microservice, donc les middleware Python, les composants, les API Python, la porte d'entrée Nginx et la MongoDB. Donc, eux, ils se parlent entre eux sur un petit réseau privatif. Et finalement, seul le Nginx a une patte à l'intérieur et une patte à l'extérieur. On aurait voulu sécuriser encore plus, on n'aurait peut-être pas mis là le Nginx, on aurait peut-être mis un Web Application Firewall ou quelque chose d'autre. Mais en tout cas, on a bien une porte d'entrée, et d'ici, on n'a pas la possibilité d'aller taper directement dans les instances Python, ou encore pire, dans la MongoDB. Alors, si on veut être un peu plus vicieux, pour renforcer un petit peu cette logique, CSDN, on peut s'en servir pour isoler des applications, mais on peut aussi s'en servir pour isoler des tiers d'applications. Donc, côté client, ça ne change pas, ils parlent toujours à leur porte d'entrée, sauf que là, on peut se dire qu'on crée un réseau pour le front, dans lequel finalement le Nginx il pourra parler aux instances Python, et un réseau de back, dans lequel les instances Python pourront parler à la MongoDB. Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, la compromission de cette porte d'entrée ne permet pas d'aller taper dans la MongoDB. Il faut essayer de rebondir sur ces autres instances pour essayer de retaper de l'autre côté. Notez bien qu'on utilise des paradigmes qui sont vachement différents parce que ces bulles réseau, ces interconnexions, on utilise le fait qu'on mette des pattes différentes d'un même conteneur de part et d'autre. On n'utilise pas des paradigmes réseau traditionnels, j'ai pas fait du routage ou des choses comme ça. C'est directement les conteneurs qui parlent à gauche ou à droite. C'est pas des leviers réseau traditionnels. Il n'y a pas de firewall, il n'y a pas de routage. C'est une approche un peu différente des choses. Faut bien le garder en esprit, à l'esprit. La registry, ou la service discovery, selon les façons dont on les appelle. Alors, finalement, on s'en sert pour faire 4 choses différentes, possiblement. La première, c'est, on l'a vu, au niveau de l'infrastructure, elle sert de façon interne au cluster Swarm, puisqu'elle permet finalement au Swarm Master de savoir quels sont tous les nœuds qui participent au cluster. Via le registrator, on a été capable de lister tous les conteneurs. Alors c'est bien, c'est une vision qui reste encore très transverse. C'est une vision à l'échelle de tout le cluster. Mais si je veux faire de la multi-tenancy, ça c'est bien pour les gens qui fournissent le service, c'est pas forcément bien pour les gens qui fournissent l'application. Parce que sinon l'application, ça veut dire qu'elle a connaissance de tous les autres conteneurs qui existent. Donc c'est un deuxième truc qui peut être intéressant. Le troisième truc, c'est au sein même d'un microservice, il faut bien être capable d'identifier les autres composants avec lesquels on parle. Alors là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Nous, dans cette démonstration un petit peu simple, on a un petit peu panaché les deux, parce que finalement, le Nginx, il posait la question au consul par le fait que le registrateur avait déclaré tout le monde. Normalement, on aurait dû complètement isoler ces problématiques. On pourrait le faire comment? On pourrait le faire en mettant un consul ou un service discovery quelconque au sein même de la topologie. Il n'aurait que comme portée, que comme vue, ce qui se passe au sein de ce SDN, au sein de cette application, sans avoir connaissance du reste du monde. On pourrait créer de l'isolation comme ça. Une autre façon intéressante, c'est plus simple aujourd'hui, mais il faut bien noter que Docker le permet aussi, c'est que on utilisait les links avant pour, en tout cas de pair à pair, rendre un conteneur capable d'avoir connaissance d'un autre conteneur. Donc sans utiliser une registry interne, une variante un petit peu plus simple, c'est que quand on spawn un conteneur, en fait, d'un point de vue réseau interne à ce conteneur, en fait, il connaît,
il peut atteindre un autre conteneur relevant du même SDN, de la même application, par son nom. Parce qu'en fait, le nom du conteneur, je parle même pas de... Enfin, si je parle de hostname, le nom de tous les conteneurs, au sens Docker, qui sont dans le SDN, sont connus sous la forme de hostname au sein des conteneurs. C'est un peu difficile à exprimer, mais globalement, si j'ai spawné un conteneur qui s'appelle MongoDB, au sens Docker, grosso modo, les conteneurs Python, ils peuvent faire une connexion sur MongoDB de le port qui va bien. Parce qu'en fait, ce hostname correspond au nom du conteneur du MongoDB, et là, dans ce cas, on n'a même pas besoin de service registry. C'est plus simple. Il parle de rajouter une logique d'alias dans des temps à venir pour venir compléter un petit peu les possibilités de cette fonctionnalité. Et la dernière, c'est que des services discovery, on peut en avoir à tous les niveaux, puisque tout à l'heure, quand je parlais du fait qu'on fait du full mesh, tout mon microservice qui est composé de plusieurs petits morceaux, le microservice, c'est finalement tout ce que je développais. C'est le Nginx avec les Python et avec la MongoDB. C'est ça mon service. C'est lui qui rend un service fonctionnel. Lui-même, il doit être visible du reste de tous les autres services de l'entreprise ou même des consommateurs que j'avais sur la gauche de l'écran tout à l'heure. Eux, le mieux encore, c'est pas forcément qu'ils essayent de taper directement à la porte d'entrée, c'est qu'eux-mêmes aillent poser la question à une registry de service où se trouve mon application, et cette application, finalement, le service, il connaîtra dans cette registry, on va dire macro, il connaîtra l'API, le nom en fait, le nom et l'IP de la porte d'entrée de l'Nginx sur le réseau. Donc les services discovery, elles peuvent avoir des rôles vraiment de profondeur différentes variées. En conclusion, avant de regarder un petit peu sur la démo, grosso modo, première chose, on est passé de la logique du conteneur, du paradigme du conteneur, à une logique beaucoup plus large, orientée objet, dans laquelle on a récupéré tous les types d'objets dont on a besoin, du transport, du stockage et du compute, au sein d'une topologie, et on a une vision qui est maintenant applicative, parce que finalement, une application, c'est une topologie qui est composée de ces différents types d'objets-là. Au-delà du seul conteneur dans lequel la logique de l'application, c'était pas quelque chose qui était vu dans la sphère de Docker. Notamment, le réseau était délégué sur le host, les volumes, on avait cette problématique qui était un petit peu complexe à gérer, etc., etc. Alors, la deuxième chose, on a parlé de sécurité, on a vu qu'il fallait possiblement la rapprocher des applications. Et dernière phrase, elle est bien connue aussi, Software is eating the world. En gros, tout ce qu'on a vu là, c'est qu'on a implicitement parlé de beaucoup d'infrastructures, parce qu'on a parlé de SDN, on a parlé de stockage, de déposer des binaires, etc. Mais on a abordé tous ces enjeux en se rendant compte qu'on les abordait avec un œil vu de l'application. C'était finalement plus une problématique d'architecture applicative qu'autre chose. On a vu que le réseau, finalement, c'était aussi un problème d'application. Le stockage, on a vu que ça devient finalement une facilité d'infrastructure. Quand on utilise finalement des infrastructures comme Ceph, OpenStack, Swift et compagnie, on n'est plus directement en train de parler de NFS, de share réseau, de problématiques infra pure et dure. On est complètement abstrait. Donc c'est aussi de l'architecture applicative. Et l'architecture applicative, c'est la clé, d'autant plus qu'on parle de commoditiser possiblement l'infrastructure, la vraie. Donc voilà. Donc c'était un petit peu les trois focus sur lesquels je voulais revenir. Et avant de terminer, on peut se donner un petit coup d'œil sur ce que ça peut donner sur une plateforme. Hop. On y est. Alors, si on jette un petit coup d'œil, donc on a un cluster Swarm qui tourne sur ma machine, c'est pas grave, ça aurait été la même chose sur un vrai cloud. Pourquoi ? Parce que Docker Machine, il a des drivers pour VirtualBox, donc ça tourne sur ma machine. Mais j'aurais utilisé un driver ECD, ça tournait sur Amazon, ou sur Google, etc., etc., etc. Donc, on s'est créé trois slaves, un master pour le cluster, et une machine qui était dévolue à héberger uniquement le KV Store. Alors, ça, c'était pour Docker Machine. Ensuite, on peut se jeter un coup d'œil à notre petite topologie. On l'a vu. On a créé un front qui partait d'une image Nginx qu'on modifie un petit peu. Il y a un Dockerfile ad hoc pour justement gérer la problématique du consul template, pour pouvoir faire en sorte que la configuration se recharge en allant chercher les informations dans le consul. En gros, c'est un petit script qui appelle le consul template pour aller chercher l'information et rafraîchir la conf du Nginx. C'est tout, c'est juste un petit wrapper. On a
notre API qui est un programme en fait qui tourne directement en Python. En gros, on démarre un programme Python dans ce conteneur-là, et donc on hérite de l'image Python dans laquelle on a juste rajouté notre programme. On a notre base de données MongoDB, et on précise que on utilise en fait Mongo comme étant le nom de host. Et ça, j'en ai plus besoin en réalité. Par rapport à ce que je vous ai dit, ça en fait, je l'avais mis pour faire un test, mais en fait, j'en ai plus besoin, puisqu'en fait, Docker fait en sorte que si mon conteneur s'appelle Mongo, les conteneurs Python, ils savent faire une résolution de nom DNS de Mongo pour trouver directement l'IP. Donc ça, même, c'est facultatif. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre ? Alors, c'est un petit peu barbare. Si on fait plus grand, ça sera peut-être un petit peu plus lisible. C'est un peu mieux, ouais. Alors, sur mon cluster, qu'est-ce que je vois tourner ? Je vois que sur chacun des nœuds, je vois un registrateur qui est démarré. On voit que j'en ai une instance par machine sur chacun de mes slaves. Je ne l'ai pas mis sur le master, mais je l'ai mis sur les slaves. Donc le registrateur, il tourne sur chacune des machines, ce qui fait que chaque conteneur spawné sur l'un de ces slaves sera reconnu sera déclaré dans le console. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a notre API qu'on a instancié plusieurs fois, avec une petite commande scale. Tiens, on pourrait s'en refaire une. Allez, hop. Le front, non. Elle s'appelle API, celle-ci. Et on va se dire 3, allez, 4. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Docker Compose, il fonctionne comme une logique de machine à état. J'ai pas dit combien j'en voulais de plus ou de moins, je lui ai dit combien j'en voulais. Lui, il fait le delta tout seul comme un grand pour savoir ce qu'il doit faire en conséquence. Du coup, il m'en a démarré 2 de plus. Et si je faisais 3, il m'en arrêterait une. Ça va, j'ai pas dit de bêtises. Donc, qu'est-ce qu'on a de plus à dire ? On a une instance de MongoDB, on a notre front-end qui fonctionne, et puis voilà. Si on fait des petits coups de Docker Inspect, alors, tiens, on va prendre notre front. Donc, j'aurais pu faire oui, on va faire Docker Inspect. Ça, voilà. Ce qui est intéressant de noter, c'est que j'ai 2 interfaces sur le front, mon Nginx. On est rattaché à mon SDN qui s'appelle DockerCon EU15. Ça, c'est ce qui va me permettre de parler au conteneur Python. Alors, la MongoDB, elle est dans le même SDN, mais globalement, ce qui m'intéresse, c'est que le Nginx puisse parler au Python. Et de l'autre côté, là-haut, on voit que je suis rattaché directement au host. J'expose des ports par le NAT, ce qui fait que mon Nginx, il est bien vu directement sur le réseau. Là, si on branchait un câble réseau, on pourrait y accéder, quoi. Et une petite commande Docker Machine, Docker Network, ls, allez hop, voilà. Et on voit, en fait, sur chaque machine, son bridge, une interface null, et également le réseau overlay qui est là. Donc ça, c'est un réseau que j'ai créé avec un network create qui m'a permis de créer ce réseau dédié. D'ailleurs, j'ai une bêtise, vous ne m'avez pas arrêté, je ne l'ai pas créé à la main, c'est Docker Compose qui l'a créé pour moi. Parce que quand j'ai fait Docker Compose, la toute première fois, parce que là ça tourne, mais tout à l'heure quand j'ai fait Docker Compose, en fait j'ai fait Docker Compose, -x networking, -x network overlay pour vous dire que je voulais un réseau en overlay. Et puis en fait il a pris le nom du répertoire en fait, qui comportait la démon. Voilà. Je crois qu'on en a fait un petit peu le tour. J'ai pas mis toute la partie volume dans la démo parce qu'il fallait rajouter du self ou quelque chose, ça commence à faire quelque chose de gros à développer. Mais vous voyez l'idée du truc, c'est que vraiment Docker, ça partait du niveau de grain très atomique qui était je gère un conteneur et puis la topologie de l'application, on le gérait mais sans trop pouvoir gérer facilement la partie storage et la partie network. On a une vision topologique globale de l'application avec le prisme de Docker, avec des objets reconnus directement dans Docker. On a ça, on a vu que Docker sied particulièrement aux évolutions des enjeux d'architecture qu'on rencontre. Et je le rappelle encore, c'est pas que de la technique, il faut aussi mettre les bonnes personnes autour de la table. Les gens qui font des applications, maintenant ils doivent aussi se préoccuper de réfléchir à la façon dont les composants de leur application discutent de façon interne. Et donc ça veut dire aussi, on est dans du DevOps, il faut que ces mecs qui travaillent évidemment avec les Ops pour savoir comment gérer cette problématique-là. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long ou fatigant. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi.
Est-ce qu'il y a des questions, éventuellement? J'ai une question, bon, sûrement. Je suis développeur C++, ça peut m'excuser. C'est des choses qui arrivent. La question de en fait, c'est la scalabilité de ton application, donc Python. Ouais. C'est géré par Nginx, en fait. En fonction du nombre de requêtes, tu vas avoir des instances de Docker qui Ah, vont se relancer. très bonne question. Alors, dans cet exemple-là, j'ai pas de scaling dynamique. C'est-à-dire que si je veux avoir plus d'instances, il faut faire un Docker Compose Scale en mettant le nombre d'instances que je veux. C'est intéressant ce que tu évoques. C'est de la scalabilité manuelle. Et alors, là, je parlais aujourd'hui, alors je suis de la Société Générale, mais aujourd'hui je parlais d'enjeux qui n'ont rien à voir, en tout cas qui sont très génériques, qui intéressent la Société Générale comme tout le monde, mais qui n'ont rien de particulier. Sur un POC qu'on a fait sur Docker, parce qu'on en fait aussi, on s'intéresse aussi à ce sujet, évidemment. Et d'ailleurs, je tiens à dire que on recrute aussi des talents pour venir rejoindre nos rangs et faire des trucs sympas, parce que la banque, c'est pas que du mainframe, c'est pas que du COBOL. Je suis sûr que vous allez me dire ça si je vous avais demandé quelle techno il y a dans les banques. Là où je suis, il y en a plus. Dans la partie corporate and investment banking, il n'y en a plus. Il y a toutes ces technos dont on parlait, on s'intéresse à Docker, il y a de l'Elasticsearch, il y a des clusters K120, enfin bref, il y a toutes ces belles technologies qui sont beaucoup plus sexy. Bref, pour en revenir à ta question, pourquoi je parle de la SOG? Parce qu'en fait, on faisait un POC avec une application qui a cette problématique de scalabilité. C'est une application qui avait une action très cyclique. En gros, c'est une application qui fonctionne dans le cadre du marché bancaire. Et grosso modo, il y a beaucoup d'activités le matin et il y en a beaucoup moins le soir. En gros, le matin, il y a besoin de beaucoup de ressources d'infrastructure. Il y a besoin de centaines d'instances de cette application. Et l'après-midi, il y en a besoin de beaucoup moins. Et donc, du coup, faire ça, c'est bien, ça scale manuellement. Mais par contre, dans ce POC-là, ce qu'on s'est dit, c'est comment on pourrait faire pour scaler dynamiquement. Il se trouve que, sans rentrer dans les particularités de cette application-là, en gros, cette application, il y avait des instances qui, grosso modo, dépilaient dans une queue des objets à traiter. En fait, l'enjeu, c'est que si on devient capable d'asservir l'un à l'autre, en gros, en fonction de la taille de la queue, de l'encours de la queue, si on sait capter cette information, on sait créer un peu de liant en mettant une petite brique, un petit automate qui, dépendant de la taille de la queue, de l'encours des choses à traiter, va dire je décide de spawner à la hausse ou à la baisse des conteneurs. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes, évidemment. Et ça, c'est intéressant parce que ça rationalise l'infrastructure de façon complètement dynamique. Parce que là, tes instances, elles existent au moment où tu en as besoin et elles n'existent plus au moment où tu n'en as plus besoin. Ce qui est intéressant aussi par rapport à d'autres formes de cloud comme du IaaS, ce qui est intéressant, c'est que le temps de démarrage d'un conteneur, c'est grosso modo le temps de démarrage de l'application qui est dans le conteneur. Je dis grosso modo parce que si l'image elle n'est pas déjà en cache sur le host, il faut qu'il la télécharge. Mais grosso modo, c'est quand même pratiquement le temps de démarrage de l'application. Et donc du coup, ça facilite aussi cette logique de scalabilité dynamique. Donc le démonstrateur ne le faisait pas. L'enjeu pour pouvoir faire ça, dans les grandes lignes, c'est de créer une boucle de rétroaction, de trouver en fait les incentives, les KPI qui permettent de décider qu'on n'a pas assez d'instances pour pouvoir déclencher l'augmentation du nombre de conteneurs ou réduire cela. Et ça, c'est un truc qu'on peut voir au niveau applicatif. Nous, on se posait la question d'aller capter cette information relativement dans la queue. Mais c'est quelque chose aussi que peut-être Docker saura gérer demain, parce qu'on peut imaginer que si on base le choix de scaler à la hausse ou à la baisse en fonction de considérations plus transverses et d'infrastructures, en gros, si tu vois que toutes tes instances de conteneurs, elles moulinent et elles travaillent tout à fond, peut-être qu'on pourrait imaginer, et là je travaille pas chez Docker, donc je sais pas vous dire ce qui sera fait ou pas, mais on peut imaginer aussi qu'il y ait des incentives qui soient pas tant applicatifs que infrastructure, qui voient que les conteneurs ne font rien, on en retire, les conteneurs travaillent tous, la CPU elle est à fond, peut-être qu'on en rajoute, je sais pas. C'est aussi une autre façon d'aborder la problématique. Le fait est que Docker, en gros, par le fait que spawner des conteneurs, c'est très facile, par le fait que ces conteneurs, ils sont très atomiques, parce que on essaye de faire en sorte que les applications soient également pensées pour ça. C'était aussi l'enjeu de cette discussion de parler d'architecture applicative. Si l'application, elle est stateless, elle est multiversionnée, si elle est capable, grosso modo, de se spawner de façon horizontale très facilement, et en fait, le dernier problème que tu as à résoudre, c'est trouver les bonnes incentives pour aller décider de scaler à la hausse ou à la baisse. Et le tour est joué. Est-ce que c'est le boulot de Docker? Oui et non. Oui et non, parce que si tu imagines que tu t'intéresses à des métriques d'infrastructure, c'est des métriques transverses, mais dans ce cas,
on pourrait imaginer que ça puisse être le cas. Si dans le cas que j'évoque, c'est des métriques applicatives, dans lesquelles en fait tu t'intéresses à la queue, ça c'est pas le métier entre guillemets de Docker de faire ça. C'est une problématique applicative de savoir ce que c'est un encours dans ta queue, ce que ça représente, etc. C'est très, très lié à tes enjeux à toi. Par contre, Docker te fournit les moyens de pouvoir scaler à la hausse ou à la baisse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et je peux vous demander une petite faveur? Allez, il est tard, mais une petite faveur. J'aimerais bien qu'on fasse un rôti rapidement. Vous savez ce que c'est un rôti? Ouais? Non. Oui, il y a la moitié qui me dit oui, la moitié qui dit... Ok, c'est un exercice très con. Moi, j'aime bien parce que ça me permet d'avoir du feedback. Grosso modo, très simple. Hein? Ça tourne, il faut mettre de l'huile. C'est ça, et c'est très bon. Non, de façon très simple, en fait, ce que je vous propose, c'est, j'ai compté jusqu'à 3. À 3, chacun lève une main et vous évaluez en fait la session live. En gros, c'était mieux de regarder Santa Barbara à la télé ou toute autre telenovela. Si vous me faites 5, c'est que c'était vraiment le truc à pas manquer aujourd'hui. Me faites pas plaisir. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir réellement ce que ça a apporté ou pas pour vous, parce que ça me permet d'avoir du feedback. Et si vous avez envie de discuter 2 minutes pour me dire un petit peu ce qui n'a pas été, ce qui a été, ça m'intéresse aussi. Ça permet de m'améliorer. Et je tiens encore à rappeler, parce que cette présentation, je ne l'ai pas construite tout seul. Donc je veux aussi remercier la personne avec qui j'ai bossé là-dessus, qui s'appelle Laurent. Laurent Grangeau de Finexis. Voilà. Allez, on lève la main à 3. Ah mais c'est du feedback, c'est live, c'est très humain. Allez, 1, 2, 3. Allez. Merci, parfait. Merci beaucoup. Et puis du coup, ouais. Il y avait une question. Ah pardon, excuse-moi. Désolé. Au niveau du networking Docker Compose, Ouais. est-ce qu'il y a moyen de l'implémenter directement dans le Dockerfile, enfin dans le Docker Compose directement? Non, aujourd'hui, c'est vraiment des arguments que tu présentes sur la ligne au moment de l'instanciation. En gros, tu fais un Docker Compose, tu précises -f le YAML que tu veux utiliser, et tu mets les fameux arguments que j'évoquais, le moment X, le networking, etc. Tu définis pas le network comme étant un élément de topologie. Ce que tu dis serait super intéressant, parce que ça permettrait d'avoir des logiques un petit peu plus complexes. Typiquement, la logique 3 tiers que j'évoquais là, en disant ça, tu peux pas le faire avec un seul YAML. Ça, tu peux pas le faire avec un seul YAML, parce que ça voudrait dire que dans ton YAML, tu devrais définir 3 objets réseau et y attacher les conteneurs. En fait, là, la topologie, elle te crée un réseau en overlay, et elle rattache tous les conteneurs qui sont dedans dans ce réseau. Voilà. Mais c'est un vrai sujet. T'as d'autres questions? Ouais. Ça se voit. Au niveau des SDN, du coup, Ouais. avec la sécurité qu'il y a, parce que là, donc, le overlay, il se fait sur toute la soirée, en fait. Ouais. Quelle sécurité il utilise pour communiquer entre ces soirs? Ça, c'est une bonne question, et je voudrais pas dire de bêtises, alors je préfère pas répondre parce que je connais pas assez le fonctionnement. Par contre, c'est effectivement un vrai sujet, de savoir en fait comment ça fonctionne, comment la plomberie passe en dessous. J'avais fait, et il est disponible sur SlideShare avant que tout ça existe, j'avais créé une première presse sur le networking avec Docker, à l'époque où on pouvait faire ça mais à la main, et dans le cas que j'avais présenté, en fait, grosso modo, on créait des bridges, on interconnectait les bridges entre eux d'un host à un autre, et moi j'utilisais des tunnels GRE, donc toujours pour être au niveau 3 et pas dépendant des couches basses, mais les tunnels GRE n'étaient pas cryptés. Alors on aurait pu faire des VPN aussi, enfin, c'est un autre débat. Ce que je veux dire, c'est que grosso modo, c'est un vrai sujet, effectivement, et je ne sais pas t'y répondre directement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y aura probablement pas forcément une réponse, il y aura une réponse par driver, par fournisseur de solution. À noter que la solution de Docker, elle permet de travailler au niveau du cluster, Swarm. Après, ce qui est intéressant de se poser la question, c'est est-ce que les solutions des tiers permettent en fait d'étendre cette logique au-delà du cluster? Je ne sais pas. Bon, merci beaucoup.